Donc, merci beaucoup pour cette conférence extrêmement intéressante. Il nous éclaire sur une problématique à bien des égards opaque. Le sujet que vous traitez est passionnant parce qu'il se trouve à l'interface de plusieurs problèmes, bien évidemment environnementaux, mais aussi, et vous l'avez à maintes reprises soulevé durant votre conférence, des problèmes socio-économiques et même géopolitique et éthique. Alors, j'aurai pour ma part trois questions qui abordent chacun de ces aspects, mais je voudrais d'abord revenir rapidement sur les chiffres. Ils posent en effet sérieusement problème dans notre appréhension des mouvements transfrontières de déchets dangereux, non seulement pour les raisons que vous avez à très juste titre relevées durant votre conférence, mais parce qu'une partie importante de ce commerce est illégale, il est parfois géré par des mafias, ou parce que ce commerce peut se dérouler en toute légalité sous de faux étiquetages, comme par exemple des dons d'objets annoncés comme fonctionnels alors qu'ils ne le sont pas. Bref, ce manque de chiffres est un vrai problème pour celui qui veut étudier les mouvements de déchets dangereux, d'où, à mon avis, le grand intérêt d'études anthropologiques comme la vôtre, où, en définitive, vous vous rendez sur place plutôt que de vous appuyer sur des données chiffrées, documentaires ou statistiques que l'on sait très peu fiables. Bon, j'en viens maintenant à mes questions. Euh, la première question, je sais que vous êtes anthropologue et pas spécialiste de relations internationales, mais ma première question euh, concerne le problème géopolitique. Lorsque vous avez abordé le centre de Guyou, vous avez soulevé plusieurs facteurs expliquant l'intérêt de la Chine pour le recyclage des e-déchets. Croissance économique, industrialisation, urbanisation, émergence du consumérisme en Chine, tout cela provoquant donc des besoins importants de matières premières secondaires. Or, la Chine a signé l'amendement BAN de la Convention de Bâle qui régule les mouvements transfrontières de déchets dangereux. Et l'amendement BAN de cet instrument juridique prévoit l'interdiction de transfert de déchets dangereux de pays de l'OCDE, autrement dit des pays industrialisés du Nord, principalement, vers des pays hors OCDE, dont la Chine. Alors, comment expliquer ça? Est-ce que, à votre avis, euh, c'est simplement une hypothèse, hein, je réfléchis à haute voix ici avec vous, est-ce que, à votre avis, la présence toujours plus importante de la Chine en Afrique explique ce positionnement par rapport au transfert des déchets dangereux, dès lors que la Chine s'est, au fil des années, assurer un approvisionnement régulier de matières premières dont elle a besoin? Ça, c'est ma première question. Alors, une fois encore, je sais que vous êtes anthropologue, mais vous avez quand même passé passablement de temps en Chine et je voudrais connaître votre opinion à cet effet. Parce que pour moi, ça reste quand même énigmatique que ce positionnement de la Chine par rapport à l'amendement PAN. Ensuite, ma deuxième question. Est-ce que je peux consolider mes questions peut-être? Est-ce que vous êtes Sûr, d'accord? on Ok. prie. Euh, ensuite, ma deuxième question concerne le problème socio-économique et environnemental que votre conférence a si bien soulevé. Ces transferts dits déchets visent en définitive, c'est du moins la version officielle, à recycler ces déchets. On connaît les 4 R, vous avez parlé des 3 R, j'aurais tendance à parler des 4 R sur Les lesquels quatre. repose l'idée même de développement soutenable ou durable. Je préfère le terme de soutenable que durable. Soit, bien évidemment, réduire, le premier R, réparer, réutiliser et recycler. Alors, la problématique qui vous occupe ce soir, concerne bien évidemment le quatrième de ces R. Mais
se reposer là-dessus, sur le recyclage, l'extraction des matériaux, revient, et vous l'avez à très juste titre soulevé, revient à perdre de vue le bien fondé des trois autres R, c'est-à-dire réduire, réparer et réutiliser. Alors, réparer et réutiliser peuvent générer un peu de plus-value et donc des emplois, mais pas réduire. Alors même que c'est sans doute le plus important des 4 R du point de vue environnemental. Réduire n'a aucune valeur économique et c'est bien pour cela que ce n'est sérieusement abordé que par les tenants de la durabilité forte. Mais réparer et réutiliser, bien évidemment, reviennent à allonger la durée de vie des biens avant qu'ils ne deviennent précisément des déchets. Alors, toute votre problématisation même du terme de déchets, euh, si je vous ai bien suivi, consiste à dire ceci, en définitive, quand bien même le discours officiel des autorités chinoises met la focale sur le recyclage au détriment des deux autres R qui peuvent générer un peu de plus-value, à savoir réparer et réutiliser, dans les faits, ce que vous avez constaté sur le terrain, c'est que les acteurs chinois eux-mêmes ne font pas que recycler, mais ils réparent et ils réutilisent. Alors, au fond, ils inversent, mais dans un sens qui, du point de vue du développement soutenable, n'est pas mauvais. Ils inversent précisément ce que les autorités, la hiérarchie qui avait été établie par les autorités chinoises. Est-ce que je vous ai bien suivi là-dessus? Est-ce qu'au fond, les autres chapitres de votre thèse ou les autres articles que vous avez publiés à cet effet démontrent cela? Ce qui serait en définitive un peu rassurant, je dirais, même si bien évidemment il ne faut pas perdre de vue la problématique, une fois encore, de la réduction, et puis celle encore plus essentielle que vous avez rapidement abordée à la fin de votre exposé, de la manière dont on se débarrasse dans le cadre de l'obsolescence programmée de produits qui fonctionnent parfaitement bien, mais qui ne sont plus à l'ère du temps. Bon, ma dernière question a trait, au fond, à la problématique éthique aussi que vous soulevez. Parce que, au fond, ce que vous avez dit à propos de Gouillot m'a fait penser à l'affaire du Clémenceau de 2005. Hein. Vous vous souvenez, le Clémenceau, ce porte-avions qui devait être démantelé dans la baie d'Alang en Inde, mais bon, qui contenait beaucoup d'amiante, c'est-à-dire qu'il ne devait pas seulement être démantelé, mais il devait être désamianté. Eh bien, des militants écologistes, Greenpeace, pour ne pas nommer l'organisation, ont empêché ce transfert international de ce qu'ils considéraient, à très juste titre, comme un déchet dangereux. Et pour finir, l'Inde avait refusé d'accueillir le Clémenceau, ce qui avait suscité la colère des ouvriers d'Alang qui voyaient là qu'on leur enlevait en quelque sorte leur fonds de commerce. Alors, bien évidemment, je ne suis pas ici pour critiquer Greenpeace, mais le problème éthique, c'est que si Greenpeace, à juste titre, avait soulevé le fait que le désamiantage ne pouvait pas se faire sans de graves problèmes sanitaires pour les ouvriers, et qu'il fallait par conséquent empêcher que le porte-avions soit désamianté dans la baie d'Alang, il n'empêche que les ouvriers eux-mêmes considéraient que c'était eux, en définitive, les véritables fondés de parole. Alors, est-ce que et non pas des Occidentaux, au fond, qui, bien qu'ils soulevassent un problème éthique bien réel, n'étaient pas confrontés aux mêmes problèmes, notamment socio-environnementaux, comme l'étaient les ouvriers eux-mêmes. Donc, au fond, est-ce que vous, dans vos recherches sur le terrain, vous avez pu observer des récriminations de ce type aussi de la part des ouvriers chinois? Je suis désolé d'avoir posé autant de questions, et puis des questions assez longues, mais
C'est l'intérêt de votre conférence, le grand intérêt de votre conférence qui m'a rendu très bavard. Alors, après vos réponses, bien évidemment, c'est Antoine qui va reprendre la main et qui va accorder la parole aux participants qui ont des questions à vous poser ou vous transmettre via le chat les questions qu'ils auraient par ce biais-là posées également. Merci. Merci à vous, c'est des questions très intéressantes. J'espère que je vais pouvoir y fournir une réponse satisfaisante. Donc, pour la première, au niveau géopolitique, la question de la Chine qui a signé l'amendement BAN. Donc, est-ce que ce serait en contradiction avec cette importation des déchets recyclables en Chine dans les années 90 et 2000? Alors là, je dois avouer que, de nouveau, je ne suis pas un expert des questions juridiques et de la Convention de Bâle et de son amendement. Il faudrait savoir, mais je pense que ce qui est important, c'est plutôt de faire la part des choses entre politique publique et puis le business tel qu'il se déroule, tel qu'il a lieu. Je dirais soit grâce aux politiques publiques, mais aussi en dehors des politiques publiques ou sans que les politiques publiques le parviennent à l'influencer. Et je pense que ce qui s'est passé véritablement avec ce commerce des déchets recyclables dans les années 90 et dans les années 2000, c'est que je pense que le gouvernement chinois a principalement fermé les yeux sur le type de déchets dont j'ai parlé moi, sachant que c'était une source importante de matières premières. Donc, même si ces déchets étaient théoriquement couverts par l'amendement BAN, par la Convention de Bâle, eh bien, le gouvernement chinois n'a pas cherché à réagir sur le fait qu'ils étaient quand même importés. Et je pense que c'est là où il faut se poser un peu des questions sur le fait que les D3E soient couverts par la Convention. C'est-à-dire que la Convention couvre tous les déchets dangereux, tous les déchets potentiellement toxiques. Mais déchets toxiques, enfin, il y a différents types de déchets toxiques, il y a différents niveaux de toxicité, il y a différents caractères de composition, il y a différentes choses qu'on peut faire avec ces différents types de déchets, etc. Et donc, je pense que là, il y a peut-être une distinction à établir. S'il avait été question de... Ah tiens, je ne vous vois plus. S'il avait été question euh, de, je sais rien moi, de sous-produits du traitement pétrochimique, c'est certain que le gouvernement chinois n'aurait pas accepté que ces produits-là soient importés. Euh, voilà. Donc je pense que et puis j'ai pas tout à fait compris le lien avec la présence chinoise en Afrique. C'était pour les questions de matières premières, mais voilà. Non, ok. Alors j'ai un petit peu travaillé dans le cadre d'un autre projet, j'ai un petit peu travaillé sur la question de la présence chinoise en Afrique. Et en fait, c'est intéressant de noter qu'il y a quand même passablement d'idées reçues à ce propos, en particulier dans la presse occidentale. On a vraiment cette impression, le discours qui est formulé, c'est un peu un discours de la Chine est la nouvelle puissance coloniale en Afrique et elle remplace les anciennes puissances coloniales, ce qui est complètement démenti par les chiffres. Encore récemment, je regardais et alors je me souviens plus maintenant pour quelle année c'était, mais pour 2013, sauf erreur, 2014, je ne sais plus. Mais c'était les chiffres que j'ai là pour cette période-là, qui est quand même relativement, c'est encore relativement tôt dans ce qu'on appelle la Chine-Afrique, mais c'est quand même aussi pas les premières années, hein. Eh bien, on avait 4% d'investissement chinois en Afrique et 84% qui étaient les puissances occidentales, les anciennes puissances coloniales. Donc, il faut faire attention de pas. Alors, la Chine est présente en Afrique, elle est assez présente en Afrique, c'est définitivement un acteur important. Elle est présente pour des questions de ressources naturelles, c'est clair. Mais en fait, je vois pas forcément tout à fait l'articulation avec la thématique des déchets, du commerce transnational de déchets. En tout cas, de ce que je sais, il n'y a pas pour l'instant d'envoi, d'exportation de déchets chinois en Afrique. Il y a un petit peu d'importation de déchets africains en Chine, paradoxalement. Pourquoi? Parce que il y a certains types de déchets, notamment le PET, qui simplement sont il y a pas de besoin pour des palettes, des flocons de PET
en Afrique, alors qu'il y a un besoin pour ça en Chine, où ils produisent pas mal de produits en pâte. Ouais. Euh, Ma question était comment diable cela se fait-il que la Chine signe un amendement qui certes n'est pas encore entré en vigueur, qui pourrait limiter l'importation de déchets, euh, qui pourrait néanmoins l'intéresser au motif, comme les e-déchets, que euh, des matières premières secondaires puissent être recyclées. Est-ce qu'elle est en train de se tirer une balle dans le pied? Est-ce qu'elle mise sur le fait que cet amendement ne va jamais entrer en vigueur? Ou est-ce que c'est parce qu'elle s'est assurée au fil de cette dernière décennie d'un approvisionnement régulier, notamment via l'Afrique, de matières premières? C'est une question d'un béotien comme moi, parce que moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la Chine. Ouais. En fait, bon, la Chine est le principal marché pour la plupart des matières premières. Ces matières premières, elles viennent de partout, dont de la Chine, dont de l'Afrique, pardon, mais elles viennent aussi en grande partie, si on parle des métaux, par exemple, moi j'ai fait le projet de recherche auquel j'ai participé visait le cuivre, et il y a d'énormes mines de cuivre en Amérique du Sud. Le marché principal, c'est la Chine. La Chine achète la moitié du cuivre mondial, produit mondialement. Donc, c'est pas seulement l'Afrique, c'est entre autres l'Afrique, mais c'est vraiment de nombreuses régions à travers la planète donc, qui approvisionnent la Chine en matières premières. Après, pour la question des je pense pas que la Chine se soit tiré une balle dans le pied. Le gouvernement central a réalisé, et ça je l'ai peut-être pas très bien expliqué, j'ai voulu y faire, j'y ai fait référence dans la présentation, mais c'était peut-être un peu maladroit. La réflexion, en tout cas très récemment, c'est la suivante. Il y a des systèmes de collecte des déchets recyclables dans les villes qui n'étaient pas assez performants en Chine, et ce pendant au moins une décennie. Et je pense que la réflexion, ça a été une des raisons pour lesquelles on n'a pas de collecte suffisamment efficace, c'est qu'on importe d'énormes quantités de déchets qui, eux, sont déjà triés, déjà nettoyés et prêts à être utilisés, si vous voulez. Donc, tant qu'on va importer ça, on ne va pas pouvoir augmenter les niveaux de tri dans nos villes. Et ça pose d'énormes problèmes parce que moins les déchets sont triés, plus ils finissent par être mouillés, contaminés, etc. Et ils finissent dans des incinérateurs qui sont en Chine énormes, mais souvent qui ne fonctionnent pas aux bonnes températures et qui donc produisent des fumées toxiques. Et là, de nouveau, mécontentement populaire dans les régions où les incinérateurs sont placés. Donc c'est toute une chaîne, si vous voulez, c'est tout un réseau de situations qui fait que cette interdiction, à l'heure actuelle, elle fait sens en Chine et elle suit une période où elle faisait moins sens et où le gouvernement a vraisemblablement fermé les yeux, malgré le fait qu'il a signé certains traités qui... Oui. Merci. Je vois qu'Antoine dit qu'il y a passablement de questions d'étudiants. alors, Alors, je vais aller un peu. je propose que peut-être vous répondiez aux questions des étudiants, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole. Et ensuite, si on a le temps, vous pouvez répondre aux deux autres questions que je vais poser. D'accord, très bien. Alors, laissez-moi juste prendre... Oh là, effectivement, je dois juste... Alors, j'ai posé les questions en fait dans le chat pour que tout le monde puisse les lire. Je les ai mis dans l'ordre d'arrivée. Donc, il y avait une question 1. Pouvez-vous réexpliquer cette contradiction des politiques publiques et l'accent mis sur le recyclage et non pas la réutilisation? Vous êtes passé un peu vite. Oui, alors attendez, j'aimerais juste pouvoir les voir. Elles sont... Dans le chat, donc c'est la petite bulle dans les ronds. Ah, voilà, voilà, j'ai trouvé. Alors, j'ai numéroté Q1, Q2, Q3, Q4 pour le moment les 4 questions qui me sont arrivées. D'accord. Vous avez une différence entre l'extraction et la réutilisation? Oui, alors, mais en fait, ça revient à la question 2 qui a été posée par Johan. Voilà. Donc, la manière dont il faut comprendre, c'est de la façon suivante. C'était peut-être présenté dans le mauvais ordre dans ma présentation, c'est pour ça que c'était pas forcément clair. Mais donc, on a à l'origine, en Chine, avant la première réglementation sur les D3E, avant la réglementation sur l'importation, puis surtout avant la réglementation sur la manière dont il faut gérer les D3E chinois, donc générés en Chine. Avant tout ça, on a déjà un secteur très important de la réparation, de la réutilisation, des marchés importants d'appareils de deuxième main, etc. Tout cela, ça prédate les premiers efforts de réglementation, les premières politiques publiques en la matière en Chine, d'accord? Et c'est après
que, j'ai envie de dire, étrangement, bizarrement, il faut se demander pourquoi, le gouvernement adopte des politiques publiques qui misent entièrement sur l'extraction des matériaux, en faisant abstraction complètement de la réalité du terrain, avec déjà des choses qui se passent avec ces objets, d'accord? Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que je soulève et que je critique dans ma thèse, c'est que, si vous voulez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que des politiques publiques qui étaient déjà présentes dans les pays occidentaux ont été copiées-collées, apportées en Chine. Le gouvernement central, avec la réflexion que le gouvernement central avait besoin de ce que les pays développés possédaient déjà. Sans se poser la question, personne n'a été faire une étude de terrain pour aller voir qu'est-ce qui se passe effectivement à Guiyu, qu'est-ce qui se passe effectivement là-bas. Enfin, un minimum, ils savaient déjà, il y a de la pollution, d'accord, donc il faut quelque chose, il faut des méthodes plus techniques pour éviter cette pollution. Mais je veux dire, ce secteur de la réutilisation, de la réparation, de la vente de deuxième main, ça a été assez rapidement balayé de la table comme une possibilité comme une solution, si vous voulez, de ce qu'on pourrait faire avec les D3A. Oui. Alors, est-ce que c'est l'idéologie classique des ressources infinies et là derrière, cette idée de pouvoir miner le monde construit pour refaire des produits neufs? Donc, je pars de l'idée que alors il y a plusieurs idées là. Il y a l'idée de urban mining et puis il y a l'idée d'économie circulaire. Euh, Alors, oui, très clairement, il y a l'idée de urban mining, aller chercher les ressources dans les déchets plutôt que dans les mines. Et ça, il y a une très bonne raison pour ça, vous le savez mieux que moi, c'est que les contenus sont plus importants. Je veux dire, le contenu en minerai intéressant dans les roches n'a cessé de baisser. On s'intéresse au cuivre maintenant, des mines qui ont plus de 1% sont des mines intéressantes, alors qu'il y a 50 ans, ce n'était pas du tout le cas. Et puis, ben, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement pour aller chercher ce 1% ou un et quelques pourcents, ou deux max. Et puis, par contre, si vous faites votre travail correctement avec les D3O, vous pouvez atteindre des pourcentages beaucoup plus importants, notamment de cuivre. Et puis la question de l'économie circulaire, oui, oui, ça fait tout à fait partie de, vous avez raison de parler d'idéologie, et c'est tout à fait utilisé par les promoteurs du système officiel, j'ai envie de dire, et puis avec toutes les limites et tous les travers qu'on connaît à l'économie circulaire, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce thème, ça nous amène un peu plus loin. D'autres questions? Il y avait la question 3 aussi, les pratiques de certains fabricants d'appareils électroniques, à savoir le fait de produire des appareils de moins en moins réparables, ont-elles aussi eu des impacts sur les activités de réparation et réutilisation en Chine? Je crois que ça a été un peu répondu, ça. Oui, mais bien sûr, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que les Chinois qui étaient dans le domaine de la remise à neuf, dans l'importation d'appareils étrangers, ils apprécient particulièrement les appareils étrangers, notamment l'exemple dont j'ai parlé des flat panels, des écrans plats. Eh bien, les écrans plats japonais sont de particulièrement bonnes. Enfin, quand on les importe du marché japonais, non seulement c'est des appareils qui sont de particulièrement bonne qualité, avec des matériaux de qualité, avec des composants de qualité, mais en plus ils sont très souvent dans un très bon état. Et donc, je me souviens d'un recycleur qui se frottait les mains en me disant, quand j'importe des dalles du Japon, il y a 90% des dalles qui sont en parfait état. Et donc, c'est une véritable manne, quoi. C'est génial. Alors que les appareils qu'on trouve en Chine, c'est souvent, ben maintenant, ils font aussi du haut de gamme. Mais à l'époque, c'était jusqu'à relativement récemment, dans la plupart des catégories de produits, c'était principalement du bas de gamme et ça reniait vraiment de tous les côtés. Et donc, c'était beaucoup moins intéressant pour la réutilisation, ça c'est clair. Il y avait aussi une question 4, mais je pense qu'elle a aussi été déjà en partie répondue. C'était peut-on voir une relation entre la façon dont les catégories déchets est attribuée aux objets par les pays occidentaux et la façon dont la Chine a transformé son regard sur ceci? Et je crois que vous veniez d'y répondre en fait tout à l'heure. Oui, mais Quasiment exactement. là, dans cette question, il y a des catégories qui sont trop. Enfin, on peut pas généraliser, on peut pas dire qu'il y a une vision des déchets en Chine et une vision des déchets en Occident et puis que les deux visions seraient différentes. C'est pas du tout le cas. Il faut regarder de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée. En Chine, comme je disais, donc il y a certains acteurs sociaux qui parlent de déchets et d'autres pas. Le manager d'une grande usine de recyclage aura évidemment tendance à parler de déchets, mais le propriétaire d'un petit atelier de réparation, pour lui, ce ne sont pas des déchets qu'il a entre les mains. Donc il y a un différent rapport à l'objet parce qu'il y a différents intérêts aussi.
Puis une cinquième question qui est arrivée entre-temps. Merci Yvan pour cet intéressant contenu. Quelle est la destination des DE et D3E depuis l'interdiction d'importation en Chine? Avez-vous traité aussi des intérêts politiques entre les États importateurs et exportateurs autour des lois sur ces déchets? Vous avez aussi évoqué en partie. Alors, quelle est la destination des D3E depuis l'interdiction d'importer en Chine? Comme je vous l'ai dit, l'interdiction, elle date de 2000. Donc, la première destination après la première interdiction, c'était encore la Chine, jusqu'à environ en 2013. Puis, les flux ont baissé, mais il restait quand même de la contrebande. Moi, j'estime que c'est à peu près 2017 qu'il y avait quasiment plus rien. Et puis, à partir de là, où les déchets sont partis, alors franchement, j'ai pas étudié ça. J'aurais de la peine à vous dire une partie vers l'Asie du Sud-Est, comme le reste des déchets de manière recyclable de manière générale. Mais je j'ai pas fait d'études là-dessus, je dois dire. Je peux pas dire, je peux pas me prononcer. Et puis la deuxième partie de la question, les intérêts politiques entre les États importateurs et exportateurs, c'est un peu vague comme quels intérêts politiques. Évidemment que les États, mais plus que les États, ce sont surtout les entreprises dans les pays riches qui se sont retrouvés bien embêtés à partir de la fermeture totale des frontières, qui s'est fait donc par vague, hein, selon les différents produits auxquels on s'intéresse. Mais il y a une dimension qui est assez peu soulevée, et je crois que je suis même passé comme chat sur braise dessus, c'est quand même la dimension symbolique de l'interdiction de 2017. C'est pas rien d'être un pays et d'accepter les déchets des autres pays. Vous êtes en position subordonnée quand vous faites ça. Tandis que si vous dites non, halte, je ne prends plus, en gros, excusez-moi les termes, mais la merde des autres, là, vous pouvez vous remettre soit au même niveau que les autres, soit même dans une position supérieure. Et là, c'est très symbolique, c'est vraiment un acte de la puissance, un acte démontrant la puissance de Xi Jinping d'avoir adopté cette politique très restrictive sur les déchets. Encore une question qui est arrivée, donc ça suscite beaucoup de questions. Comment se passait l'étiquetage des objets d'aspect neuf, mais de composants recyclés, et puis l'estimation de leur durée de vie? Donc finalement, est-ce qu'il y avait oui. Alors, l'étiquetage, c'est bien vite, c'est facile, il n'y en a pas d'étiquetage. C'est-à-dire, il y a les données de ce que c'est que la dalle, par exemple, si je prends l'exemple des écrans, des écrans plats, il y a le type de composant, mais il est dit nulle part que ce composant a été récupéré. Et quelque part, il y a pas, enfin, il n'y a pas forcément besoin de le dire non plus, puisque dans la plupart des cas, ces composants ont été testés, remis à neuf, ils ont des valeurs, ils sont de différents grades, ils sont gradés, donc il y a des qualités pour les dalles d'écran neuf, il y a A, B, C, et puis ils sont vendus comme tels, donc les appareils résultant de ces assemblages seront vendus à des prix différents selon qu'ils comportent une dalle A, B ou C. Et pour beaucoup de consommateurs, pour beaucoup de négociants et pour beaucoup de consommateurs sur cette planète, j'ai envie de dire peu importe, hein, l'origine des produits du moment que ça fonctionne suffisamment de temps. Alors évidemment, le problème est là, c'est là que le bas blesse. Quelle est la durée de vie de ces produits? Eh bien, dans le cas des écrans plats, malheureusement, elle est assez courte. Mais de manière générale, la durée de vie des écrans plats, qu'ils aient été réassemblés ou pas, elle est relativement courte, en tout cas comparée à la durée de vie, par exemple, si on reste dans la même catégorie de produits des téléviseurs, à la durée des tubes cathodiques, qui sont quasiment increvables. Un tube cathodique, c'était une technologie d'enfer. Donc, pourquoi on en a changé? C'est plutôt là que la question se pose, je dirais. Pourquoi est-ce qu'on doit constamment changer de technique alors qu'il n'y avait rien de mal avec le tube à écran plat? Il y a des tubes à écran plat qui fonctionnent encore de nos jours, qui ont été créés, qui ont été parmi les premiers à avoir été produits. Alors, je continue. Il y a une question que moi, je me suis posée, que j'ai postée sur le chat. Finalement, vous avez parlé de l'épuisement progressif des minerais, dont le cuivre. En fait, qu'en est-il, notamment dans la position du gouvernement et son discours officiel par rapport à ça en Chine? Est-ce que c'est évoqué en fait par le gouvernement chinois envers la population? Et est-ce qu'ils ont déjà anticipé des stratégies par rapport à ça? Mais je crois que la stratégie du gouvernement chinois, c'est d'assurer l'approvisionnement, mais c'est pas de se poser une question par rapport à l'épuisement progressif. Mais ça, c'est de manière générale dans le domaine
dans les mines, dans le domaine des énergies fossiles, etc. Je veux dire, on continue d'essayer de repousser les frontières, d'essayer de chercher de nouvelles sources, de chercher à mieux exploiter les sources existantes, etc. Il n'y a pas grand monde, la Chine, le gouvernement chinois inclus, qui cherche à se poser des questions de changement paradigmatique de technologie pour pouvoir échapper à cet épuisement progressif des ressources. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un énorme problème environnemental, parce qu'on va se retrouver avec des mines où il y aura 0,4% de cuivre, ce qui sera rien du tout, puis ce sera des énormes amoncellements de déchets de mine, en fait. Ah, j'y pensais justement en me disant que c'est un problème qu'on n'adresse pas du tout chez nous. Et je me demandais si la Chine, qui est quand même qui dépend du marché quand même numérique de manière assez conséquente, avait, elle, peut-être plus anticipé ou intégré ça finalement dans une sorte de stratégie à long terme. Mais je comprends bien que ce n'est pas le cas. Non, et puis c'est pas du tout Enfin, c'est une bonne question, hein, mais je ne m'y suis pas particulièrement intéressé, donc je pourrais pas. Même si c'était le cas, je pourrais pas. Merci. Alors, on a encore une autre question qui arrive après. Euh, Merci pour votre présentation. Je me demandais si vous aviez une idée des mesures prises en Suisse pour la question des déchets numériques et qu'est-ce qu'on peut recycler chez nous. Bon, mais alors ça, je vais passer assez rapidement parce que je dirais en Suisse, c'est relativement bien expliqué sur les sites internet des organismes responsables. Donc, vous avez Swico et Sense Recycling. Swico, SWICO, puis Sense comme l'essence, le toucher, la vue, etc. Et vous allez là-dessus, ils vous expliquer. Il faut juste savoir qu'il y a, compte tenu de la facilité des programmes en fait, de collecte, il y a finalement assez peu d'appareils qui sont collectés. On a un des taux les plus élevés au monde. Il faut savoir deux choses. En tant que Suisse, on est en moyenne relativement, on est beaucoup plus fortuné que la plupart des habitants de cette planète et donc on a tendance à consommer beaucoup plus, notamment des équipements électriques et électroniques, et on a tendance à s'en défaire aussi un peu plus rapidement que les autres. Donc je crois que les chiffres, c'est 23 kilos de D3E par année par habitant en Suisse. C'est conséquent. C'est quand vous allez dans d'autres pays où ils ont peut-être une moins grande conscience environnementale, mais aussi simplement moins de moyens économiques, eh ben, on chute au niveau des quantités, hein. Donc ça, c'est une corrélation qui se vérifie quasiment tout le temps. C'est les pays riches qui monopolisent le plus de ressources et puis où ces ressources tournent le plus rapidement. Et puis après, il y a à peu près, je crois que je me souviens d'avoir lu 60% de collecte. Donc il y a quand même 40% qui échappent complètement, qui sortent complètement du système, soit parce qu'elles se retrouvent dans des bennes quelconques, puis il n'y a personne pour aller les repêcher, soit parce qu'il y a peut-être aussi des phénomènes d'exportation, mais qui sont alors pas étudiés et dont on n'a pas forcément, sur lesquels on n'a pas de données. Merci. Peut-être que, Johan, je peux te repasser la parole si on a encore un tout petit peu de temps pour rapidement peut-être conclure avec les deux dernières de tes questions. Et puis je pense qu'on arrive gentiment au terme de cette discussion. Donc je te laisserai peut-être conclure. Je sais pas si Voilà. Johan. Ouais. Je suis là. Oui, je crois que la deuxième question a été répondue par Yvan, parce Oui, qu'il y a eu des questions similaires qui ont voilà. été posées. Bon, il y avait la troisième question, la question éthique. Si vous voulez y répondre, bien volontiers, mais si vous estimez que c'est un peu hors sujet, je le comprends aussi. Non, mais pas du tout. Je pense que c'est très important, cette question éthique. Que disent les ouvriers chinois? Euh, alors, évidemment, c'est problématique parce que si on prend par exemple, mais je pense pas tellement aux ouvriers, mais plutôt aux patrons de petits ateliers de recyclage à Guiyu, par exemple, c'est un discours qui a ces deux dimensions, c'est-à-dire que d'un côté, l'amélioration de l'environnement à Guiyu, il n'y a personne qui s'en plaint, c'est évident, tout le monde est assez content. Je me souviens d'avoir m'être baladé sur des places publiques qui à l'époque servaient d'entrepôt pour des produits de recyclage, qui maintenant sont de nouveau peuplés de petits vieillards. Il y a les enfants qui jouent, qui font du vélo, on arrive à respirer et tout, et ça, tout le monde est tout à fait content, et les gens le disent, même les gens qui sont dans ce domaine, dans ce secteur. Maintenant, quand il y a plus de déchets du tout, ou qu'il n'y en a vraiment pas assez, et qu'en plus tout va vers le parc industriel, et puis que les petites entreprises n'ont pas accès à ce parc industriel,
Bien, il y a la question du gagne-pain qui est absolument centrale. Alors les gens font comme ils peuvent, ils se réorientent, mais avec tout ce que ça importe comme risque, comme investissement qui risque d'être perdu, etc. Euh, je pense pas que les gens de Gweyu estiment qu'il leur faut absolument vivre des déchets électroniques. Ils ont tiré ça le plus longtemps qu'ils pouvaient, mais je pense qu'ils acceptent dans la majorité qu'il va y avoir une transition. C'est juste que la transition nécessite du temps et puis qu'elle implique forcément cette insécurité. Très bien, merci beaucoup Yvan Merci à pour la vous. conférence. Merci beaucoup aussi pour les réponses que vous avez apportées aux nombreuses questions. Elles ont été nombreuses aujourd'hui, ce qui démontre l'intérêt que le sujet de votre conférence a suscité auprès des participantes et participants. Vraiment, c'était très intéressant, très Ça me éclairant. réjouit beaucoup. Et je vous en remercie au nom des membres de la commission d'enseignement. Alors, est-ce que tu veux conclure, Antoine, peut-être? Alors, Voilà. oui, on peut juste mentionner qu'on aura, sauf erreur, je pense, la prochaine conférence le 20 mai. Euh, oui, donc la semaine prochaine. Toutes les informations sont toujours sur le site web. Et le conférencier du 20 mai sera Eric Vidalin, qui est conseiller scientifique, membre de l'ADEME et auteur de Pour une écologie numérique. Donc, rendez-vous le 20 mai pour la dernière conférence de ce séminaire. Et je tiens encore à excuser Pierre-Louis Ray, qui n'a pas pu nous rejoindre malheureusement aujourd'hui au dernier moment, mais qui est bien excusé aussi pour tout ce qu'il a mis en place pour toutes les conférences précédentes et la prochaine qui vient. Donc, pour ce qui me concerne, j'en ai terminé. Donc, on peut remercier tous les participants. Remercier Merci encore beaucoup. chaleureusement Yvan Schultz pour son excellente conférence. Avec Que j'ai plaisir. aussi trouvé très intéressante. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, merci, au revoir. Au revoir.